commencé à m'intéresser à ces questions il y a 15 ans. J'avais monté une structure qui intervenait essentiellement en milieu scolaire pour faire de la prévention à l'intention des enfants et des adolescents. Et puis à l'issue, il y a 2 ans de ça, j'ai décidé de changer complètement mon fusil d'épaule et de revoir ma copie, partant du principe et en constatant que, de toute évidence, on pourrait continuer pendant vraisemblablement un certain nombre de décennies à faire de la prévention à destination des enfants et des adolescents. Mais si on ne permettait pas aux adultes référents pour eux, notamment les parents, les grands-parents, les éducateurs que vous êtes, les animateurs et tous les professionnels de l'enfance, de s'emparer de cet enjeu d'éducation, vraisemblablement, on serait face à des murs et à des échecs parce que, comme vient de l'expliquer et de le détailler Olivier, c'est pas un monde qui est statique, c'est un monde qui évolue. À l'heure d'aujourd'hui, quand on voit la zizanie que peut sommer un téléphone mobile à l'échelle d'un collège, qu'en sera-t-il demain quand nos charmants bambins arriveront avec des t-shirts et des baskets connectées et après-demain avec un robot dans leur cartable. Donc évidemment, ce monde, il est en évolution, en mouvance, il nous bouscule, il nous questionne. Il y a des questions de protection de l'enfance, il y a des questions d'enjeux d'éducation, il y a des enjeux sanitaires. Il y a tout un tas de sujets qu'on va essayer justement d'aborder ensemble aujourd'hui. Et en tout cas, d'être dans une logique, et c'est vraiment comme ça qu'on a essayé de construire la journée, c'est d'être dans une logique de vous donner des avis et en tout cas des pistes de réflexion pour que vous soyez en mesure de vous faire votre propre avis. Il n'y a pas de, je pense, sur ces sujets de... J'en parlais tout à l'heure avec Michel Créoff, qui est vice-présidente du CNPE, à qui je vais laisser la parole dans une minute. Le sujet, voilà, c'est un sujet qui bouge, qui évolue, et comme je viens déjà de le dire, et par conséquent, il nous faut vraiment l'aborder avec beaucoup de modestie, d'humilité, parce qu'on est face à des choses qu'on ne maîtrise pas, que ce soit d'un point de vue scientifique encore, où il y a encore de la recherche, il y a des choses qui avancent, mais d'autres sur lesquelles on est face à une vraie réflexion. Et donc, il faut l'aborder avec aussi, je pense, bienveillance, parce que, en effet, ces générations que vous accueillez et dont vous vous occupez tout le temps sont nées avec ces outils, et ils n'ont jamais connu cette planète sans ces outils. Et donc, ces outils étant bien là, ils ne sont pas prêts à disparaître. Donc, se mettre des œillères en voulant partir du principe qu'on pourra les faire disparaître ou faire des semaines limite de grève des écrans, comme j'ai vu les mots utilisés, grève des écrans dans des établissements scolaires. Je trouve que le mot est un petit peu fort. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet de discussion et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. Et je vous remercie une fois encore de votre présence. C'est un vrai plaisir d'être associé aux Scouts et Guides de France sur ces sujets. Merci Thomas. Donc cette journée, elle s'appelle Adolescence. On n'a pas beaucoup parlé du numérique, mais elle s'appelle Adolescence. Et tous éducateurs, éducatrices, il nous semblait important de faire venir Michel Créoff, qui est vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance, pour effectivement se recentrer sur le sujet. L'idée, c'est de parler du numérique aujourd'hui, mais d'avoir bien au cœur la question de l'adolescence et de l'enfance. Bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Je vais rapidement présenter le Conseil national de protection de l'enfance pour que vous repériez à peu près, comme on dit, de quelle place je parle. Donc, le Conseil national de protection de l'enfance est une toute jeune instance. On a juste un peu plus d'1 an. C'est la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance qui a créé ce conseil. Et ce conseil regroupe tous les acteurs de la protection de l'enfance. 82 membres, bien évidemment les départements, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais la protection de l'enfance est une compétence décentralisée des départements depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, à l'intérieur de ce conseil, les représentants des départements, aussi bien les élus que les administrations, les représentants de tous les ministères concernés, santé, protection de l'enfance, éducation nationale, justice,
voilà, et cohésion des territoires, des représentants des associations et des représentants de toutes les catégories professionnelles, éducateurs, assistants sociaux, médecins, pédiatres, pédopsychiatres, et j'en passe, et des personnalités qualifiées. Notre rôle, c'est de réfléchir à la protection de l'enfance et de proposer au gouvernement des axes stratégiques pour faire évoluer la protection de l'enfance. Et vous imaginez bien que dans le contexte qui vous ont été décrits là tout de suite par mes deux prédécesseurs, la question du numérique qui est venue s'inviter assez vite comme sujet stratégique en termes de protection de l'enfance. Alors, pourquoi je suis pas... Alors, très clairement, je n'y connais rien, j'ai 60 ans, je sais à peine me servir de mon ordinateur, donc je ne vais pas être sur le même registre que les deux jeunes hommes qui m'ont précédé. Je vais être plutôt sur le registre que je connais, c'est-à-dire pourquoi cet univers numérique vient impacter le questionnement, la réflexion en termes de protection de l'enfance. Alors, et en même temps, je vais rebondir sur ce qui a été dit. On est à un moment assez singulier de renversement, comment dirais-je, de la transmission éducative. Comme vous l'a dit Mathieu en introduction, l'introduction du numérique dans nos vies a été extrêmement rapide, ce qui demande à nos sociétés de se transformer, d'assumer des bouleversements anthropologiques extrêmement importants, et pas simplement à un endroit, sur l'ensemble de la planète. Donc ça va très vite, et ça va très vite partout. C'est quand même la première fois que l'humanité a un tel bouleversement à gérer. Et ça va très vite, et ça va très vite partout, et c'est la première fois où les générations récentes sont plus instruites de ce mouvement numérique que ceux qui les éduquent. Pour être clair, le petit de 10 ans est plus au fait que ses parents du monde virtuel, de comment ça s'organise, de comment il y a accès, que ses parents. Et ça, c'est ce renversement du savoir-faire, ce renversement de la construction du monde en termes de connaissances, c'est la première fois que ça se vit. Où ce sont les enfants, les adolescents, qui sont apprenants, qui apprennent à leurs parents comment leur monde fonctionne et comment le monde virtuel fonctionne et le monde numérique fonctionne. Et donc ça, bien évidemment, en termes de protection de l'enfance, quand on est sur cette inversion de la transmission, ça questionne sur qui a le rôle éducatif, comment les adultes restent les éducateurs et restent les protecteurs, alors que celui qui transmet va être l'enfant. Je n'ai pas de réponse, j'ai une question. Comment on opère, comment l'acte éducatif se construit dans cette inversion de la transmission? Et ça, je pense que si on veut être, pas simplement dire qu'on est des éducateurs, mais être des éducateurs, il faut qu'on pense à cela. L'enfant auquel on va s'adresser, l'adolescent auquel on va s'adresser au regard du numérique, eh bien, il en sait beaucoup plus que l'adulte à qui il s'adresse. Et ça, eh bien, c'est une gageure qu'il faut absolument relever, mais c'est la première fois, encore une fois, que ça se produit dans l'humanité. Alors, en plus, deuxième question, deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que on assiste, et je reprendrai plutôt la métaphore de la lecture et de l'écriture et de l'imprimerie. Là aussi, ça a infusé pendant des décennies, voire des siècles, le fait que petit à petit, l'écriture, la lecture, donc la transmission des savoirs se propage par l'écrit, ça a diffusé pendant des siècles. Là, on voit bien que la diffusion, elle est d'une rapidité incroyable, et elle est d'une rapidité quel que soit le niveau de développement. Et ça aussi, c'est la première fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ne savent ni lire et écrire, notamment dans les pays en développement, mais qui pour autant ont accès à Internet, mais qui pour autant ont accès aux informations qui sont sur Internet. Parce que les informations qui sont sur Internet sont de plus en plus véhiculées par les outils audiovisuels. Et là aussi, on voit bien que, outre le fait qu'Internet crée un espace nouveau de rencontres et de socialisation et de connaissances, il transcende les inégalités dans l'approche de la connaissance que pouvait être l'analphabétisme, l'illettrisme, la pauvreté. Et ça aussi, c'est une vraie question.
Et là aussi, je n'ai pas obligatoirement de réponse. Je dis que simplement, c'est nouveau, et donc ça va questionner notre relation éducative sur ce monde numérique, parce que ça va toucher des populations qui vont être dans des déphasages incroyables, avec des niveaux de développement parfois extrêmement encore archaïques et des niveaux de possibilités de connaissances extrêmement poussés. Comment ça résonne dans une société? Comment ça résonne sur des pratiques éducatives? Comment ça résonne sur des pratiques éducatives qui sont dans l'oscillation entre des pratiques traditionnelles et d'un seul coup une irruption, et je parle bien d'irruption, de la modernité, de nouvelles images dans l'univers de l'enfant et de l'adolescent qui par contre continuent à être élevés dans des pratiques traditionnelles. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit pour l'enfant? Qu'est-ce que ça produit pour l'adolescent? Est-ce que ça traumatise? Est-ce que ça déséquilibre? Est-ce que ça enrichit? Et surtout, qu'est-ce que ça produit dans la relation avec les parents, en termes, là aussi, de qui fait quoi dans la transmission éducative? La troisième remarque que je voulais faire sur cet espace-là, c'est on a presque l'impression que nos jeunes ils vivent dans deux mondes. Le monde où ils nous rencontrent, physique, et puis un monde virtuel où les codes sont différents. Et dans ce monde virtuel, il y a une capacité extrêmement importante à l'anonymat. On a toujours construit les pratiques éducatives et les pratiques d'accompagnement des enfants, et je m'excuse d'employer ce terme, mais aussi avec des pratiques de contrôle social. Un enfant court dans le village, il a l'impression d'être seul au monde avec ses copains, sauf qu'il y a plein d'œils adultes qui voient bien ce qui se passe. Idem dans les cités. Là, d'un seul coup, on est sur un espace virtuel où l'anonymat peut être tout à fait important et où il va se passer des choses totalement à distance du regard des adultes et totalement à distance du contrôle social habituel que la société exerce de façon consciente ou inconsciente, visible ou pas visible, lorsqu'on élève des enfants. Je ne prendrai pas le proverbe africain que vous connaissez tous, il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, comment ça fait village sur Internet? Et ça, c'est aussi une particularité de ce monde numérique qui va venir impacter notre réflexion éducative et notre façon de penser l'acte éducatif sur ce monde virtuel. Donc, deux mondes. Le monde physique, réel, je ferais presque la métaphore de la caverne de Platon. Donc le monde physique, réel, et puis le monde virtuel, mais qui est en même temps un monde aussi réel, puisque c'est là où se passe un grand nombre de rencontres, c'est là où se montent des enjeux extrêmement importants pour nos adolescents, et j'y viendrai après. Ce que je voudrais dire en quatrième remarque, puis après je resserrerai plus mon propos sur les dangers, c'est que ce monde-là qui favorise l'anonymat et qui favorise la mise à nu de l'intimité, les messageries, les Facebook, les WhatsApp, ça propose quoi? Ça propose à l'adolescent et à l'enfant de se raconter pour se mettre en scène, de se raconter pour rencontrer des autres. Peut-être éviter de faire la conférence suivante, parce que sinon... Alors, excusez-moi, donc je vais raccourcir mon propos. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour cet adolescent et pour cet enfant qui est donc dans cet espace-là, les vulnérabilités habituelles sont renforcées. Ça ne veut pas dire que le virtuel est plus dangereux qu'eux, mais c'est que les caractéristiques du virtuel font que les vulnérabilités qui existent aussi dans le monde réel vont devenir bien évidemment beaucoup plus difficiles, et en tout cas les enfants vont être en beaucoup plus grande vulnérabilité parce que anonymat, parce que dévoilement de l'intimité. C'est ce que j'appelle un nouvel espace de prédation. Encore une fois, c'est toute autre chose aussi, je n'y reviendrai pas, mais en termes de protection de l'enfance, on ne peut pas se cacher que l'espace numérique est un nouvel espace de prédation, un nouvel espace de mise en danger qui est bien évidemment renforcé par ces caractéristiques particulières qui sont la possibilité forte de l'anonymat et la possibilité de l'exhibition de son intimité. Alors, quels sont les principaux dangers sur lesquels
on est en train de travailler, mais pas simplement au Conseil national de protection de l'enfance, un peu, je dirais, tous les acteurs qui se préoccupent de l'acte éducatif et de la protection de l'enfance sur l'espace virtuel. C'est bien évidemment tous les processus de harcèlement. Et là aussi, les caractéristiques de cet espace-là, je le dirais, alors peut-être que les conférenciers suivants le diront mieux que moi, mais favorise la désignation du bouc émissaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est quoi le harcèlement? C'est bien un phénomène de désignation d'un bouc émissaire. Et quand un espace virtuel, qu'il est rapide, qu'il est anonyme, on peut se cacher derrière, eh bien, oui, ça favorise la désignation du bouc émissaire. Et en ce sens, c'est bien, ça renforce bien les caractéristiques du danger et les risques de danger. Donc c'est tout ce qui est les phénomènes de harcèlement, bien évidemment. C'est tout ce qui est les phénomènes de l'infraction de la sexualité adulte dans l'imaginaire des enfants et dans l'imaginaire des adolescents, avec tout ce que ça suppose, et la facilité de cette effraction de la sexualité adulte dans l'imaginaire des enfants et des adolescents, avec tout ce qui est dans des déclinaisons plus ou moins graves, mais avec quand même, pour nous, observateurs en protection de l'enfance, un renforcement notamment des risques prostitutionnels sur Internet pour les enfants et les adolescents. Alors, encore une fois, ça vient renforcer des vulnérabilités. Il y a toujours eu des enfants et des adolescents qui étaient en risque prostitutionnel. Sauf que là, toutes les facilités que j'ai évoquées viennent renforcer cette mise en danger. Autre mise en danger, mais là aussi qui seront certainement évoquées par d'autres, c'est ce qui est en train d'être, je dirais, début de constat sur les dangers somatiques en termes de santé, en termes de sommeil, d'une très grande exposition aux écrans et du nombre d'heures d'exposition aux écrans et de l'âge de plus en plus jeune d'exposition aux écrans. Donc, comme en effet tout va très vite, c'est maintenant qu'on commence à recenser les dangers et les dommages au niveau de la santé, que ce soit danger visuel, la santé en termes de sommeil ou la santé en termes de construction cognitive et émotionnelle. Mais ce que je voudrais évoquer aussi en termes de danger, c'est que ça ne concerne pas que la question de danger que courent directement les enfants. L'espace virtuel, l'espace numérique distrait aussi les adultes et les distrait de leur relation à l'enfant. Si je discute avec les collègues, les médecins de la protection maternelle et infantile qui suivent des jeunes mères vulnérables, ce qu'elles constatent aujourd'hui, c'est que cette mise à distance entre le bébé et la jeune mère va s'exprimer par le fait que la jeune mère va être sur son portable à répondre à des textos, des SMS, etc., alors qu'elle a l'enfant au sein ou alors qu'elle a l'enfant dans la poussette, qu'elle ne va pas regarder son enfant, qu'elle ne va pas rentrer en interaction avec son enfant. Ce n'est pas la faute du numérique, ce n'est pas la faute des textos, ce n'est pas la faute du SMS, c'est le fait qu'il y a une difficulté d'attachement entre cette mère vulnérable et ce petit enfant, sauf que l'expression, l'outil par lequel la mère va s'extraire de cette relation dans laquelle elle est empêtrée, eh bien cet outil-là, ça va être le fait qu'elle se réfugie dans un espace virtuel, dans des relations virtuelles qu'elle a créées. Donc, la question du danger, elle doit s'entendre pas simplement au regard de ce que l'outil fait directement sur l'enfant et l'adolescent, au regard, entre guillemets, des mauvaises rencontres qu'il peut faire sur l'espace virtuel, mais aussi comment cette monde virtuel distrait les parents, distrait les éducateurs de leur relation à l'enfant ou à l'adolescent.